Moi, je suis psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle la prévention des rechutes. Je travaille avec des patients qui souffrent de troubles émotionnels, stress, anxiété, dépression, et mon boulot, c'est de leur proposer des techniques pour qu'ils ne retombent pas toute leur vie dans ces problèmes d'anxiété, de stress et de dépression. Et dans ce cadre, dans le cadre des outils que nous utilisons pour la prévention des rechutes, la méditation, effectivement, occupe une place importante. Nous proposons à nos patients des groupes de méditation qui durent à peu près 3 mois, à raison d'une séance hebdomadaire où nous leur apprenons ces techniques, nous leur apprenons comment utiliser ces techniques lorsqu'ils sont en proie à des angoisses, à des coups de déprime, à des ruminations qu'ils n'arrivent pas à contrôler, et nous les accompagnons dans l'apprentissage de ces outils. Une des grandes erreurs qu'on a longtemps commises, c'est de penser que notre cerveau pouvait nous obéir. Et on commet encore souvent cette erreur. On entend souvent des personnes prendre des résolutions, de dire allez, je vais mieux profiter de la vie, il faut que je stresse moins, il faut que je vois les choses du bon côté, que je sois plus optimiste. Mais c'est aussi absurde de se dire ça que de se dire il faut que je sois plus souple, il faut que je cours plus vite, sans s'entraîner. Et donc la méditation, c'est un entraînement de l'esprit, c'est un ensemble d'exercices selon les objectifs qu'on se donne, qui va consister quotidiennement ou quasi quotidiennement à se poser et à tenter de muscler telle ou telle capacité de notre esprit. La méditation est une sorte d'antidote à certaines dérives de notre style de vie. Nous avons des modes de vie, du fait notamment de l'invasion digitale, de la multiplication des écrans, nous avons des modes de vie extrêmement dispersés, où notre attention est happée et attirée dans tous les sens par une multiplication de sollicitations, d'interruptions, d'accrochage de notre attention. Si nous n'y prenons pas garde, effectivement, nous allons devenir juste des machines à réagir. Nous répondrons aux sonneries, nous répondrons aux SMS, nous répondrons à toutes les demandes de l'environnement. Et nous allons négliger de plus en plus notre introspection, notre stabilisation intérieure, notre exploration de nos mondes intérieurs. Un peu comme le sport est une réponse aux carences liées à la sédentarité, comme nous ne bougeons plus assez au quotidien, le sport nous aide à rétablir cet équilibre, à compenser cette carence de mouvement. La méditation est une façon de compenser des carences plus insidieuses, des carences de calme, trop de bruit, trop de sollicitations autour de nous, des carences de continuité. Il est rare que nous puissions disposer d'une heure, d'une demi-journée, d'une journée sans être dérangés. Il y a maintenant 1001 façons de nous déranger. Des carences de lenteur. Nous sommes obligés de tout faire de plus en plus vite, de manière de plus en plus réactive. Ça, au bout d'un moment, notre cerveau n'aime pas trop être sans arrêt sollicité, être sans arrêt interrompu, être sans arrêt dans la nécessité de réagir vite. Et donc, ce que nous permet la méditation, c'est de décider d'ouvrir régulièrement des espaces de calme, de lenteur et de continuité. Et donc, je crois que beaucoup de personnes viennent aussi à la méditation, pas forcément parce qu'elles sont malades, mais parce que méditer va leur permettre d'apaiser leur cerveau, de lui offrir des plages de réparation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau produit sans arrêt des pensées. Le boulot du cerveau, c'est de produire des pensées, tout comme le boulot des poumons, c'est de respirer, le boulot du cœur, c'est de faire circuler le sang. On n'a pas à s'en occuper, il fait ça tout seul. Toutes ces pensées sont un système d'interprétation, d'hypothèses, de déduction, de conclusion que notre cerveau nous propose. Et notre personnalité, notre petit moi, va choisir de se focaliser sur certaines de ces pensées. Et quand on dit « je pense » ou « je réfléchis », on ne produit pas les pensées, on choisit certaines d'entre elles parce qu'elles nous semblent plus importantes ou parce qu'elles sont véhiculées par des émotions plus fortes ou parce que nous en avons l'habitude. Le grand paradoxe, c'est ça, c'est que parfois les gens vont préférer se déprimer ou ruminer simplement parce que c'est habituel chez eux et c'est facile, les voies sont tracées. Donc le cerveau en fait est une machine à produire des pensées dont nous allons choisir certaines d'entre elles. Ce qu'on dit souvent en méditation, c'est que finalement, la méditation nous aide à mieux répondre à ce qui se passe dans notre vie
au lieu d'y réagir de manière automatique. Et on oppose la réponse lucide, intelligente, consciente, où je me suis arrêté pour tenter de ressentir, de comprendre pour mieux agir, à la réaction qui ne nécessite pas que je m'arrête pour prendre conscience. La réaction, c'est automatique. Un truc m'arrive, pof, je réagis sans mobiliser mon cerveau finalement. Je laisse mon cerveau faire le boulot. Et le problème, c'est que mon cerveau, il fait le boulot en fonction de mon tempérament, de mon patrimoine génétique, en fonction de mon passé, mais finalement, ma part de libre arbitre, ma part décisionnelle, mes valeurs de vie sont peu convoquées, puisqu'il y a toujours ces trois choses qui interviennent. Il y a mon tempérament biologique, mon histoire psychologique, et puis ce que je veux. Et ce que je veux peut parfois être me libérer de mon passé, me libérer de mes tendances. Mais si je ne m'arrête pas, si je ne convoque pas ma conscience et mon attention dans ces moments-là, je serai guidé par ces influences automatiques et anciennes. Un des grands mécanismes qui fait que la méditation va aider nos patients, présentant notamment des troubles émotionnels, c'est que ça affûte leur capacité de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit. Nos patients voient beaucoup mieux démarrer les ruminations. Ils voient tout à coup qu'ils sont en train de quitter le monde réel pour partir dans le virtuel. Alors c'est très simple. Le monde réel, c'est quoi? C'est des soucis. Évidemment que la méditation n'empêche pas d'avoir des soucis. Je peux très bien avoir ma voiture en panne, un conflit avec un proche, des difficultés à mon travail. Que je médite ou non, ces soucis surviendront régulièrement dans ma vie. Ça, c'est le monde réel. Je peux m'en sortir. Ce que m'apprend la méditation, c'est ne pas en plus rajouter un deuxième front, une deuxième ligne de problèmes virtuels avec mes ruminations, en me disant « punaise, ça recommence, je ne m'en sortirai pas, c'est toujours sur moi que ça tombe, ça va être exactement comme la dernière fois, je ne vais pas arriver à faire face, je suis tout seul, j'ai pas de chance, etc. » Contrairement à ce qu'on pense souvent, ce monde virtuel, ce second front de souffrance virtuelle joue un rôle considérable. Et souvent, nos patients ne s'en rendent pas compte, ne se rendent pas compte que les simples problèmes du réel, ils seraient parfaitement capables de les affronter avec le recul. Mais que lorsqu'ils sont happés par ces cycles de rumination, sans s'en rendre clairement compte, eh bien là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Ce que nous apprend la méditation, c'est à mieux voir comment notre esprit nous piège, comment il nous embarque dans des souffrances surajoutées au réel. Ce simple travail de discernement n'est pas facile. Il est facile pour les autres. Quand on voit quelqu'un se faire des soucis, que notre propre conscience n'est pas contaminée par les soucis, on voit très bien ce qu'il y a lieu de faire. Quand on s'est fait piéger, souvent c'est trop tard. Donc, l'idée de la méditation, c'est d'accroître nos capacités de discernement, de mieux voir ce qui se passe en nous au moment où ça démarre. Regardez dans quel état vous êtes corporellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-il en train de se jouer à cet instant entre la situation dans laquelle vous êtes et puis tout ce que vous en pensez? Prenez bien conscience qu'il s'agit de deux mondes différents, le réel et le virtuel. Parfois le virtuel va dans le bon sens, on anticipe à juste titre, on juge à juste titre. Parfois, il nous met complètement dans le décor. Parfois, c'est n'importe quoi, on amplifie, on s'affole. Il faut juste prendre le temps de voir un petit peu ces processus à l'œuvre. Et la méditation, ce sont tous ces petits temps aussi, où dans la journée, je vais m'arrêter pour me dire « Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Qu'est-ce qu'il y a actuellement à ta conscience? Quelle réalité, ou quelle virtualité plutôt, ton cerveau est-il en train de construire à partir de ta vie ?» Ça, c'est capital. Et c'est un truc qu'on fait trop peu souvent. Un des éléments paradoxaux de ces programmes de méditation, c'est chaque fois que je souffre, chaque fois que je ne me sens pas bien, je m'arrête, je me pose et je fais un exercice de prise de conscience. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment cette souffrance s'inscrit dans ton corps? Qu'est-ce qu'elle engendre comme impulsion? Tu as envie de quoi? De te suicider? De pleurer? D'agresser les autres, de prendre de l'alcool, de te coucher, de t'enfermer dans le noir? Quelles pensées sont associées à cette souffrance? Que te disent ces pensées? Est-ce qu'elles correspondent à ce que tu es en train de vivre? Est-ce qu'elles sont une amplification? Donc, tout ce travail de prise de conscience va peut-être augmenter un peu la souffrance dans un premier temps, mais très rapidement,
va nous aider à la traverser différemment, plus intelligemment, plus consciemment, et à pouvoir apprendre à faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vraiment problématique et qu'est-ce qui relève d'une construction mentale? Qu'est-ce qui relève au fond d'une lecture de la réalité? Si je prends conscience de ma tristesse ou de mon inquiétude, normalement, cet état de prise de conscience n'est pas lui-même contaminé par les émotions. Prendre conscience de sa tristesse n'est pas quelque chose de triste en soi, c'est un fait, c'est une ouverture à un phénomène émotionnel. Et donc, finalement, ce positionnement dans la prise de conscience, cette ouverture de l'espace de notre conscience, c'est une sorte de laboratoire euh, dont j'ouvre la porte et dans lequel je me rends pour observer le fonctionnement de notre esprit. Et c'est là où c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'il y a ce moment trop rare, parce que c'est pas si simple, où je suis conscient d'être conscient. J'ai un état qu'on appelle de conscience réflexive. Je me rends compte que j'arrive à comprendre un petit peu de ce qui se passe en moi et de ce fait, j'arrive à être un peu plus libre par rapport à ce que mes automatismes me dicteraient de faire. Mes automatismes, c'est mon passé, mes habitudes, tout ce que l'environnement m'incite à faire. Acheter, boire, manger du sucre, m'énerver. Je prends conscience, je réalise ce qui se passe, ce vers quoi je pourrais aller, et je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire ou non, grâce à cette prise de conscience. La méditation modifie le fonctionnement du cerveau, ça c'est très clair. Nous disposons de beaucoup d'études de neuroimagerie montrant qu'entre avant et après, il y a un remaniement de ce qu'on appelle la dynamique fonctionnelle cérébrale, c'est-à-dire les zones du cerveau qui sont activées, qui consomment de l'oxygène lorsqu'on est très stressé, très ému, très en détresse, ne sont plus tout à fait les mêmes avant et après l'apprentissage de la méditation, et ça va plutôt dans le bon sens. Donc on a des données montrant que quelque chose de très concret, de très observable se passe dans le cerveau. On a montré que la méditation améliorait la réponse immunitaire, qu'elle diminuait le niveau d'inflammation de l'organisme, qu'elle inactivait certains gènes qui provoquaient l'inflammation, qu'elle freinait le vieillissement cellulaire, elle agit sur les télomères, qui sont les capuchons des chromosomes. Bref, tout un tas de vertus assez étonnantes. Alors, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment spécifique à la méditation ou bien est-ce qu'on obtiendrait ce type d'effet avec de la relaxation, avec d'autres techniques? Ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, on sait que la méditation permet d'obtenir ces effets. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant et de très utile aussi pour nos patients.